Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'exercice sur l'expérience de Millikan, une expérience qui a été faite en 1909 et qui a permis de mesurer et de quantifier la charge d'un électron. Donc c'est parti, on va se mettre dans la situation expérimentale. Alors elle est naturellement un peu simplifiée, on ne s'occupe pas du tout du protocole expérimental. L'idée c'est d'avoir des gouttes d'huile que vous avez ici et on va les faire tomber et mesurer leur vitesse. Elles vont en fait suivre une phase d'accélération puis atteindre une vitesse limite constante et en fait on mesure cette vitesse et on en déduit la charge de l'électron, vous allez voir comment. Alors, dans cette expérience, il y a le poids qui agit, puisque c'est lui qui fait tomber la goutte, mais il n'y a pas que le poids, il y a deux autres forces qui sont présentes. La première, c'est une force électrique, due à un champ électrique, donc on fait cette expérience dans un champ électrique E, dirigé vers le bas, qui génère une force grand F. Je reviendrai sur la description de cette force un peu plus loin. Ensuite, il va y avoir une deuxième force qui va être importante, et ce qui fait qu'on a une vitesse limite, c'est la force de frottement fluide visqueux qui va agir et qui va empêcher, en fait, freiner la chute. Donc cette force F ici, si V est vers le bas, la force F ici est vers le haut. Donc, on va prendre un axe Z, vertical vers le haut, et on va commencer par projeter nos différentes forces. Alors on commence par la plus simple, le poids. Le poids, c'est une force qui est constante, P égale mg, et comme j'ai mis mon axe vers le haut, il me faut une force vers le bas, donc j'obtiens une projection selon Z en moins mg. Ensuite, on va faire la force électrique F, qui vaut Q fois E, donc c'est la charge de votre goutte d'huile fois le champ électrique. Le champ électrique, il est dirigé vers le bas, donc quand je projette, je vais avoir un moins QE, c'est la coordonnée du champ E dans ma projection, fois la charge Q. Alors vous voyez que ça, il faut toujours vérifier que ça marche bien. E, c'est un champ électrique, donc là c'est la norme du champ électrique, le moins fait qu'on est bien vers le bas pour la projection du champ, et on multiplie par Q. Q, c'est la charge de ma goutte d'huile. Q, il peut être positif ou négatif. A priori, soit il y a une charge positive, soit une charge négative, soit rien du tout. Donc si on a une charge positive, on doit avoir une force QE dans la direction de E. Donc si là je mets Q positif, vous voyez que j'ai bien un moins E projeté dans la direction Z, il faut bien que ce soit vers le bas. A l'inverse, si Q est négatif, QE, eh ben, ça va être à l'opposé du sens de E, donc vers le haut. Donc là, mon dessin serait faux, ce serait F vers le haut ici, si Q est négatif. Et donc, avec Q négatif, il faut vérifier que cette expression-là vient bien vers le haut. E, c'est positif, Q, c'est négatif. Avec un moins, ça fait quelque chose de positif, ça fait bien quelque chose dans la direction des Z. Donc on voit que cette expression, elle marche dans tous les cas, et donc voilà, on n'a pas fait de supposition sur Q, rien du tout, on a projeté les choses en tenant compte de ce qu'on connaissait et de ce qu'on ne connaissait pas. Maintenant, on arrive à la force F. La force F, elle s'écrit moins HV, puisqu'on s'intéresse à une force fluide, et c'est pareil, cette force-là doit s'adapter une fois que je l'ai projetée. Si je vais vers le bas, il me faut une force vers le haut, et si je vais vers le haut, il me faut une force vers le bas. Donc, quand je vais projeter ça, je vais écrire moins HV fois V, mais ici, V, c'est la coordonnée de la vitesse, la coordonnée selon Z de la vitesse. Si je fais ça, faites attention, tout à l'heure j'ai dit E, c'était la norme du champ électrique, et là c'est bien la norme, mais ici c'est la coordonnée de la vitesse, ça peut donc être positif ou négatif. Si on est dans le cas de figure dessiné, V projeté, là, il a une coordonnée négative, puisqu'on va vers le bas par rapport à Z. Donc V est négatif, avec le moins ça fait un résultat qui est positif, j'ai bien une force vers le haut. A l'inverse, si ma goutte montait, ce qui peut être faisable, hein, si le champ électrique était très très fort et que la charge était négative, après tout ça pourrait monter. Donc si V était vers le haut, il me faudrait une force vers le bas. Donc si V est vers le haut, V est positif, avec le moins, ça me donne bien une force vers le bas. Donc vous voyez que ça c'est général, mais ce qui est vraiment important à retenir, c'est qu'ici V, ce n'est pas une norme, c'est une coordonnée, et nous allons, à la fin du calcul, se poser la question si on va vers le haut ou vers le bas en fonction du résultat qu'on obtient. Et donc en fonction du fait que V est positif ou V est négatif. Ok, alors maintenant qu'on a fait ça, on va utiliser le principe fondamental de la dynamique. On va donc écrire que la somme des forces que vous voyez ici projetées sur Z est égale à la masse fois la vitesse, l'accélération selon Z. Donc la vitesse, je l'ai noté V en coordonnées, donc ici on a V point, on a mv point, ça c'est l'accélération, est égal à moins mg, moins QE, moins hv. On va faire quelques petites manipulations de maths. Déjà, on va tout diviser par m pour faire disparaître ce m-là. Toc. Bon, on obtient moins g, moins q sur me, moins h sur mv. Et après, on va prendre le terme en v et le basculer du même côté que le v point pour mettre tous les v d'un côté. V point plus h sur mv est égal à moins g, moins qme.
et on obtient une équation différentielle du premier ordre, puisque vous avez ici une fonction v et sa dérivée première. C'est une équation à coefficient constant, les coefficients ici 1 et h sur m sont constants, et le second membre est constant. Donc on sait résoudre maintenant ces équations de façon automatique. On va faire 4 étapes, en fait là on va faire que les 3 premières parce qu'on n'a pas besoin de déterminer a dans notre exercice, donc on ne va pas le faire, mais on va faire les 3 premières étapes pour déterminer la solution générale sans second membre, la solution particulière et faire la somme des deux. Donc je vais aller vite. La première étape va nous donner a exponentielle de moins h sur mt. Vous pouvez le vérifier assez facilement. Là, c'est la solution de l'équation générale. Donc, vous mettez ce terme-là à 0 et vous mettez vg point plus h sur mv. Vous devez obtenir 0. On voit que si je dérive vg, je vais avoir un moins h sur m qui va descendre ici. Donc, plus le h sur m, ça va se simplifier et ça me fait effectivement une solution qui fonctionne. Mais vérifiez-le, vous allez voir que ça marche. Ensuite, on va chercher une solution particulière. Là, on voit que le second membre est une constante. On va donc chercher une solution particulière constante. Ça va s'obtenir en prenant cette constante. Donc, V point ici va disparaître si je prends V constante. Donc, j'ai H sur M fois ma constante qui est égale à ça. J'en déduis que Vp ici va être égal à ça multiplié par M sur H et j'obtiens cette équation. Enfin, je fais l'étape 2. L'étape 2, c'est d'écrire ça sous la forme de la somme de Vg sur Vp. Donc ça, c'est la solution à mon équation différentielle ici. C'est la somme de la solution générale plus la solution particulière. Et on obtient cette équation. On va faire deux choses. On s'intéresse à deux choses, en fait. On s'intéresse à la constante de temps qui va me dire à quelle vitesse, finalement, je vais converger vers la vitesse limite. On se pose la question de connaître la vitesse limite. Alors je vais faire défiler. La vitesse limite, on l'obtient comment? Cette fonction, elle est valable, quel que soit a. Vous pouvez prendre a, alors il faudrait l'adapter en fonction de la situation, mais quel que soit a, on aura une forme comme ça. Vous remarquez que ce terme-là, quoi qu'il arrive, lorsque t devient très grand, ce terme-là va tendre vers 0. Puisqu'on a une exponentielle de moins h sur mt, si t devient très grand, ça devient très très grand, moins, ça va tendre vers moins l'infini, et on obtient que ce terme disparaît. Et donc ce terme-là, qui correspond à la solution particulière, c'est la vitesse limite. Donc cette vitesse limite, je l'ai écrit ici, on a directement ici la vitesse limite, c'est moins mg plus QE sur h. Cette vitesse limite, vous voyez que, a priori, si Q est positif, on va avoir une vitesse limite vers le bas. Et c'est assez sensé, puisque si le poids est vers le bas et F est vers le bas, la force de frottement, elle va certes exister, mais elle ne va pas empêcher le fait que ça descende. Donc on va avoir une vitesse vers le bas. Par contre, si on mettait un Q négatif suffisamment fort, on pourrait avoir une vitesse qui finalement est vers le haut. Ça ne va pas être le cas dans notre exercice, mais on pourrait avoir ça. En tout cas, voilà, VL, on voit que c'est assez sensé le résultat qu'on obtient. On voit également que si j'avais une goutte qui n'était pas chargée, ce terme-là disparaîtrait, et donc j'aurais une vitesse limite qui est un moins mg sur h, et vous pouvez vérifier, c'est exactement la vitesse limite que l'on a obtenue lorsqu'on a fait un lâcher dans le cours. On avait fait un lâcher d'un objet avec les forces de frottement visqueux, c'est exactement cette vitesse qu'on avait obtenue. Je vous renvoie au cours. Pour ce qui concerne le temps caractéristique, là, je l'ai fait de façon simple, je vais vous montrer qu'on peut aller vite, c'est pour ça que je l'ai fait de façon simple. On peut le reconnaître directement dans l'exponentielle. Une exponentielle décroissante, on peut toujours l'écrire comme exponentielle de moins t sur le temps caractéristique, donc sous cette forme-là. Et donc, il suffit de reconnaître taux, finalement, ça va être m sur h. Donc, on a tout de suite la constante de temps caractéristique qui est là, qui est donnée par m sur h. Et cette constante caractéristique va nous dire si on va aller vite ou pas vite vers la vitesse limite. Donc plus taux est petit, plus ce temps caractéristique est petit, plus ce terme-là va dégringoler très vite, et donc plus vite on va atteindre cette vitesse, on va s'approcher de cette vitesse limite VL. Donc ce taux, il est vraiment très important. Il nous permet de dire si on a un transitoire lent ou un transitoire rapide, et donc voilà, c'est un temps qu'il faut calculer rapidement. Alors, on va mettre ça de côté, on va juste mettre ça de côté, c'est ces deux résultats-là qui vont nous intéresser dans le reste de l'exercice, mais ce qui m'intéresse là, c'est de retrouver ce résultat-là de façon un petit peu différente, en réfléchissant un petit peu sur la situation. Donc revenons-en à ça, je voudrais déterminer d'une autre façon la vitesse limite. Donc revenons au bilan des forces, on a écrit ici nos forces de façon vectorielle, et c'est juste, j'ai rien changé, P égale mg, F égale QE, et F égale moins HV. Et on va dire, notre goutte, elle va tomber,
Elle va accélérer, accélérer, et puis quand elle va avoir atteint la vitesse limite, eh ben, elle n'accélère plus. Si elle n'accélère plus, ça veut dire que la somme des forces égale 0, puisque somme des forces égale ma, mais si A, l'accélération est nulle, bah, somme des forces égale 0. Donc je peux dire qu'elle va accélérer jusqu'à atteindre un point d'équilibre, somme des forces égale 0, c'est un équilibre, et donc appliquer le principe fondamental de la statique. Donc je vais dire, mon objet il augmente jusqu'à un certain moment où la somme des forces devient nulle, on atteint l'équilibre, et donc là la vitesse est constante. Donc je sais qu'à ce moment-là, quand la vitesse sera constante, j'aurai mg plus QE moins hv qui sera égal à 0, la somme des forces égale 0, et je peux en déduire la vitesse v qui est la vitesse limite que j'ai obtenue lorsque la somme des forces est égale à 0. Elle est égale à mg plus QE sur h. Et là je l'ai écrit de façon, j'ai écrit cette forme, cette vitesse limite, pardon, sous forme vectorielle, donc elle contient le sens, la direction et la norme de ce vecteur. Donc, ça donne exactement le même résultat que précédemment, mais pas tout à fait pareil, parce que je ne l'ai pas projeté. Maintenant, vous pouvez le projeter si vous voulez. Vous pouvez projeter mg et QE, et vous allez obtenir la vitesse projetée sur l'axe des z. Et vous allez obtenir ce qu'on a obtenu dans le cas précédent. Donc ça, c'est une méthode plus rapide et plus physique, finalement, assez maligne, pour aller trouver le même résultat rapidement, sans aller chercher l'équation différentielle. Alors maintenant, on va faire un petit calcul. On va se calculer le temps caractéristique dans un cas de figure donné. Donc, on va calculer H, le coefficient H ici et le coefficient M c'est la masse, donc on vous donne la masse dans l'exercice. Vous avez la masse de votre objet qu'on va calculer, non on vous le donne pas, donc on va le calculer parce qu'on connaît la densité de de l'huile. La densité c'est le masse volumique sur la masse volumique de l'eau, on vous dit que c'est 0,9. Donc pour calculer la masse volumique, on va juste multiplier D par la masse volumique de l'eau et on obtient la masse volumique de l'huile, 0,9 10 puissance 3 kg par mètre cube. Ça, il faut savoir faire cette opération. On vous donne le rayon et on vous donne le état, la viscosité de pour les frottements. Donc, on va calculer H à partir de la formule de Stokes. Donc en supposant que notre goutte d'huile est sphérique, et on va utiliser donc 6 pi eta R, eta étant la viscosité du fluide dans lequel on se balade, et on va avoir R ici, la taille de la goutte, donc on obtient, si on fait le calcul, quelque chose de l'ordre de 3,92 10 puissance moins 11 kg seconde moins 1. J'ai fait le calcul, c'est un calcul intermédiaire, vous n'avez pas à le faire, hein, mais c'est juste, je l'ai fait exprès pour que vous voyez à peu près à quoi ça, enfin, les ordres de grandeur en fait. C'est ça qui m'importe. On va calculer la masse de notre goutte d'huile. On va aussi supposer que la masse est, la goutte est une sphère. Donc on va faire le volume fois ρ. Ici il manque le ρ dans mon exercice là, enfin dans ce que j'ai écrit, puisque la 4/3 de pi r cube c'est le volume de notre sphère et il faut que je multiplie par la masse volumique ρ qui est ici pour obtenir la masse. Donc n'oubliez pas de multiplier par ρ. Donc c'est 4/3 de pi R au cube. R, c'est le rayon de notre petite goutte d'huile qui fait 0,8 micromètres, c'est-à-dire 0,8 10-6 mètres. Et donc, ça nous donne 2,145 10 puissance moins 18 kg. C'est vraiment très petit. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer taux avec ces valeurs-là. Alors, sans les arrondir, vous allez obtenir 5,47 10 puissance moins 8 secondes. C'est-à-dire que là, on est typiquement de l'ordre de de quelques dizaines de nanosecondes. Donc c'est vraiment très 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 court. En quelques nanosecondes, on va finalement si on prend un certain nombre de fois taux, on va atteindre la vitesse de limite très très rapidement. Donc finalement, la phase d'accélération est très 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 courte. C'est ça qu'il faut retenir. On vient de montrer que la phase d'accélération était très très courte. Donc finalement, si on mesure la vitesse entre là et là, on aura une valeur qui correspondra pratiquement à la vitesse limite sans trop de problèmes. On sera d'ailleurs de toute façon sûrement dominé par les incertitudes de mesure expérimentales qui seront sûrement moins précises que le fait d'attendre quelques fois le taux pour atteindre la vitesse limite. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer que la constante de temps étant très courte, on va converger très vite vers la vitesse limite. Ensuite, cette valeur limite, on peut la calculer. On vous la donne en fait, dans l'exercice on vous dit que c'est moins 24 micromètres par seconde, et on vous demande d'en déduire la charge de notre goutte d'huile. Donc on va reprendre cette formule. Ici, dans l'exercice, on vous dit que c'est 24 micromètres
par seconde, mais on vous donne la valeur absolue de la vitesse, mais rappelez-vous, nous, VL, c'est sa coordonnée, c'est vers le bas, c'est pour ça que je dois mettre un moins ici. Donc c'est moins 24 micromètres par seconde dans l'application numérique, VL vaut ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais chercher à isoler Q, donc je multiplie par H, je bascule le terme mg de ce côté-là, j'obtiens ça, et puis après j'isole Q et j'obtiens cette équation. Et donc il n'y a plus qu'à remplacer la valeur de H, la valeur de VL, la valeur de M, la valeur de G, et diviser par E. Le champ électrique E, on vous dit que c'est U sur D, on vous donne U, la valeur de U, on prend 420 volts, et on va prendre D 0,25 cm. Dans l'ancienne version de l'exercice, il y avait marqué 0,7, c'est une erreur, c'est 0,25 pour obtenir un résultat cohérent. Donc voilà, dans la future, ce sera corrigé, c'est 0,25 cm. Donc une fois qu'on a ça, on remplace tout. Ici, j'ai pas fait d'approximation, hein. Je prends bien H comme 6pi eta r VL, et pour la masse, je prends 4 tiers de pi rho, R cum, et G, 9,81, on peut prendre des virgules si vous voulez. Si vous faites le calcul, vous allez obtenir quelque chose qui tourne autour de moins 3,21, 19 coulombs. Donc c'est un résultat extrêmement faible, et négatif. Donc vous montrez que la charge de votre goutte d'huile, eh ben, elle est négative et elle a une charge très faible. Et ce qu'a fait Millikan d'intéressant, c'est qu'il a remarqué il a fait plein de fois cette expérience, et il a remarqué que à chaque fois, il pouvait tout le temps dire que la charge c'était un nombre de fois un chiffre qui est autour de moins 1,70 puissance moins 19 coulombs, et qu'à chaque fois, la charge qu'il mesurait était un multiple de cette charge élémentaire. Là, en l'occurrence, on a deux charges élémentaires, deux fois moins 1,6 10 moins 19, ça fait le moins 3,21 10 moins 19 coulombs. Mais il a fait d'autres mesures où il a vu une fois la charge, 4 fois la charge, 8 fois la charge, mais à chaque fois, c'était un nombre entier de cette charge élémentaire, et il en a déduit que la charge élémentaire présente, en fait, que les charges étaient sous forme élémentaire au niveau de la goutte d'huile, et que la charge élémentaire, c'était celle de 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, et c'est en réalité la charge d'un électron unique. Donc en fait, il voyait la présence de 1, 2, 3 électrons supplémentaires dans sa goutte d'huile, parce que je vous rappelle quand même qu'une goutte d'huile, c'est formé d'atomes. Les atomes, il y a des électrons et des noyaux, mais en fait, ce qu'il voit, c'est s'il y a plus d'atomes, plus d'électrons que de noyaux. Il voit la différence des deux. Donc là, il était sensible, s'il fait cette expérience réellement, il a vu qu'il y avait deux charges de plus négatives que de charges positives, en réalité. Donc ça a permis de quantifier la charge de l'électron et de montrer la présence de ces charges unitaires, donc quantiques. Voilà, je m'arrête là, je suis un peu étalé, mais on va s'arrêter là pour cet exercice, et à bientôt.